Alors, bonne journée. Jean-Marc Léger, président de Léger. Ça me fait plaisir de vous recevoir à ce webinaire. On laisse les gens s'inscrire, s'enregistrer en même temps. Dans les quelques minutes, on va débuter dans une dizaine de secondes. Vous aurez le plaisir d'entendre deux milléniaux, Gabriel Blais et Charlotte Fortin, qui vous présenteront les résultats de la 6e édition de l'étude jeunesse. Ça fait 6 ans consécutifs qu'on présente cette étude-là. C'est notre cadeau comme firme. Vous savez, c'est un rapport qui est gratuit, qui va être accessible après cette présentation aussi. Puis c'est notre cadeau à la société québécoise pour comprendre où elle va. Cette étude-là, elle est majeure. C'est un grand succès, non seulement à cause du nombre de répondants. On a plus de 3015 pour être précis, milléniaux et de la génération Z qui répondent au sondage. C'est donc la plus grande enquête au niveau canadien. Mais c'est aussi une enquête qui est réalisée par des milléniaux et interprétée par des milléniaux, ce qui vous donne, dans le fond, une saveur différente pour voir la vie derrière les chiffres. Ce qui est important de saisir dans ce type d'étude-là, c'est qu'au cours des prochaines années, ce sera la fin du règne des baby boomers. Ça fait 50 ans que cette génération-là, la mienne, domine le Québec, mais bientôt, la cohorte des milléniaux vont être non seulement les plus nombreuses, mais également les plus riches, même si elle est hyper endettée, qui est également la plus endettée. Et c'est celle qui est beaucoup plus impliquée socialement, malgré ce qu'on dit, notamment à cause des médias sociaux. Cette génération-là, avec ses codes, ses valeurs, sa façon d'être, sa façon de s'exprimer, sa façon d'acheter, vont influencer la société de demain. Essentiellement, comprendre les milléniaux et les Z, c'est comprendre votre avenir. Parce que c'est cette génération-là qui va s'imposer dans l'ensemble de la société au fil des prochaines années. C'est d'où l'importance de bien saisir cette réalité-là. Et la création de nouvelles tendances commence par cette génération-là. Charlotte et Gabriel ont trouvé des éléments importants. Ils ont fait des découvertes importantes qu'ils vont partager avec vous. Et à la fin, il y aura une période de questions. Mais comme vous dites, ce rapport-là sera gratuit et vous sera donné. Donc, laissez-moi introduire donc Gabrielle Blais, directrice de recherche chez Léger, et Charlotte Fortin, directrice de recherche senior chez Léger. Charlotte? Merci Jean-Marc. Donc, pour cette 10e édition, comme le mentionne Jean-Marc, on est très heureuse, très fébrile de vous présenter les grands constats qui sont ressortis de l'étude. On a suivi plusieurs dimensions qui étaient évaluées au courant des dernières années pour voir de quelle façon on avait évalué les perceptions des jeunes générations, et la présentation qu'on va mener ce matin sera articulée autour de 4 grands constats qui sont ressortis de notre analyse, soit que la génération Z et celle des milléniaux sont anxieuses, s'inquiètent des perspectives d'avenir, que la situation économique actuelle se traduit par une pression financière qui se répercute sur leur pouvoir d'achat, leur capacité à se loger et également leurs décisions en matière d'emploi. Mais sachant ça, bien que le salaire reste important dans la prise de décision pour un changement d'emploi, une combinaison idéale de conditions sur des facteurs non monétaires peuvent peser dans la balance. Donc, ça sera la nouveauté qu'on pourra vous présenter ce matin. Oui, puis en fait, là, petit rappel, la présentation aujourd'hui sera d'une durée d'environ 60 minutes. On se garde effectivement un peu de temps à la fin là, pour des questions. Donc, n'hésitez surtout pas là, à utiliser la boîte questions Q&A au bas de l'écran. On s'assure de se garder là, un bon petit 15 minutes à la fin. Avant de passer au premier grand thème, je vais vous parler un peu de l'approche méthodologique. Jean-Marc l'a mentionné au tout début, c'est plus de 3000 jeunes milléniaux et Gen Z qui ont été sondés. On en a à peu près 1500 par génération. Petite note aussi, les générations, nous, les tranches d'âge qu'on a utilisées cette année, donc les générations Z, c'est entre 16 et 27 ans, puis les milléniaux sont entre 28 et 40 ans. Donc l'année 1996 est notre année de naissance qui sépare les deux générations. C'est une étude qui était pan-canadienne, évidemment. Puis aujourd'hui, là, on va aussi quand même s'assurer de vous présenter des résultats plus sur le côté du Québec là, pour cette présentation-là. Mais il y a aussi une présentation ce midi en anglais pour le reste du Canada. Donc, pour commencer, par rapport au contenu, vraiment sur les perspectives d'avenir, donc ceux qui étaient avec nous l'an dernier peut-être se rappelleront que dans le webinaire qui était dédié à cette thématique-là, on se posait la question à savoir si les jeunes étaient pessimistes ou franchement réalistes. On se demandait, avec la fin de la pandémie de la COVID-19, les conflits dans le monde, l'instabilité économique, est-ce qu'on se parlait d'une crise de l'avenir collectif ou de l'avenir individuel? Cette année, on
s'est évidemment encore penché sur ces questions, puis c'est vraiment les dimensions de la santé mentale et de la crise climatique qui ont retenu notre attention. Par rapport à la santé mentale, qui est une dimension qu'on couvre à chaque année, c'est un enjeu qui occupe beaucoup de place dans l'univers médiatique et qui mérite l'attention qu'on lui porte. Donc, on s'est penché sur les derniers résultats en matière de santé mentale chez les jeunes Canadiens sondés. Et plus précisément, donc, on s'est intéressé à la proportion de jeunes qui ont vécu dans la dernière année, au cours des 3 dernières années ou au courant de leur vie, des périodes d'anxiété et de dépression. On apprend que près d'un jeune sur 2 estime avoir vécu un moment de dépression ou une dépression importante au courant de leur vie. Quand on parle d'anxiété, c'est 78 qui rapportent avoir vécu de telles périodes, 57 qui l'ont expérimenté dans la dernière année. Donc, ça, c'est un résultat qui est marquant. C'est une donnée qui envoie un son de cloche qui est très important et on le présente en début de webinaire pour que vous l'ayez en tête en considérant les autres éléments qu'on va aborder dans la présentation. Mais pour résumer, donc, c'est important de garder en tête qu'on l'entend souvent, mais on le constate d'année en année. Les jeunes Z et les jeunes milléniaux vivent une certaine crise de la santé mentale. En matière d'environnement, donc l'anxiété se répercute sur d'autres dimensions. La crise climatique ne fait pas exception. On constate une certaine montée des inquiétudes des jeunes Z et des milléniaux sur différentes questions qu'on a abordées. Entre autres, l'accélération des bouleversements climatiques, des événements aussi tout récents qui se sont déroulés près de chez nous et ailleurs dans le monde. Donc, si on pense aux feux de forêt, hein, c'est difficile de ne pas les nommer, qui ont eu lieu au Québec, dans le nord du Québec et ailleurs au Canada, aux États-Unis également. Les chaleurs extrêmes, ce sont des événements qui se sont déroulés près de chez nous et qui auront certainement teinté l'opinion des jeunes Canadiens dans la dernière année. Donc, c'est 61 des jeunes sondés qui se disent stressés par les conséquences liées au changement climatique. Puis, ce qui est intéressant de garder en tête, c'est que c'est une hausse significative, donc de 7 points de pourcentage par rapport à la dernière mesure, où 54 des répondants l'affirmaient. Par ailleurs, on constate un recul de la confiance en la capacité des jeunes générations d'agir sur cet aspect. Donc, 37 croient qu'ils ne seront pas capables de limiter les conséquences des changements climatiques, proportion qui connaît une hausse également par rapport à l'année dernière de 6 points de pourcentage. Donc, c'est une hausse qui est non négligeable, puis encore une fois, qui envoie un son d'alarme. Ces inquiétudes des jeunes générations ont des répercussions sur leurs décisions d'avenir, notamment sur la question d'avoir des enfants. Donc, on l'entend souvent hein, que les jeunes sont de moins en moins nombreux à vouloir des enfants. Donc, nous, on se questionnait à savoir si c'était vrai. On voulait savoir l'avis des jeunes Z et des milléniaux sur la question. Mais surtout, on s'intéressait aux raisons qui pouvaient motiver leur souhait de ne pas avoir d'enfants pour ceux pour qui c'était le cas. Puis, en regardant les résultats dans les dernières semaines, quand c'est sorti de notre côté, on a été relativement surprise de constater que 11 des répondants répondent par la négative sur le souhait d'avoir des enfants et mettent de l'avant leur réserve de le faire en raison du contexte de la crise climatique. C'est une proportion qui est non négligeable, surtout lorsqu'on considère que c'est une part équivalente aux jeunes qui ne veulent pas avoir d'enfants pour des raisons financières qui, a priori, pourrait sembler être un enjeu qui est beaucoup plus tangible, qui est beaucoup plus dans l'immédiat que les changements climatiques. Le fait que la proportion soit équivalente, ça témoigne vraiment de la tendance des jeunes à percevoir l'impact de la crise environnementale dans un avenir qui est somme toute rapproché, alors que pour les générations antérieures, pour leurs parents, ça pouvait sembler une problématique, une réalité qui était beaucoup plus lointaine et qui allait avoir moins d'impact sur leur propre vie et celle de leurs enfants. En terminant sur la dimension de l'avenir, on dirait que c'est difficile de parler d'avenir sans aborder l'intelligence artificielle. C'est une nouveauté qu'on entend beaucoup parler dans les derniers mois, qui a occupé beaucoup de l'espace de l'actualité. Donc, évidemment, pour cette année, on a réservé une petite section de l'étude à cette thématique. C'était une nouveauté, donc une nouvelle question qu'on a intégrée à l'étude.
on s'est penché sur l'utilisation des différentes générations des technologies liées à l'intelligence artificielle pour effectuer différentes tâches de la vie quotidienne. On sera très curieuse de voir de quelle façon ça va évoluer dans les prochaines éditions de l'étude jeunesse, là, bien évidemment. Mais ce qu'on constate, c'est que les générations Z et la génération Z et celle des milléniaux s'approprient tranquillement l'utilisation de ces technologies. On le constate encore davantage chez les Z. Puis, si on regarde les résultats plus précisément, parmi les étudiants, donc ceux qui sont à l'école présentement, on a demandé s'ils avaient déjà utilisé l'intelligence artificielle pour des devoirs ou des travaux scolaires. Et ce qu'on constate, c'est que 41 des étudiants l'ont déjà fait, donc ont déjà utilisé l'intelligence artificielle pour ces tâches. Parmi les travailleurs, on obtient une proportion de 18 qui l'ont utilisé par le passé, 14 qui comptent le faire prochainement. Il faut dire, pour les travailleurs, il faut les prendre un peu à part parce que le degré d'adoption de ces nouvelles technologies, évidemment, peut dépendre largement de la position de leur employeur sur l'utilisation de ces technologies. Donc, peut-être un degré d'utilisation qui est encore qui mérite de s'installer sur le long terme. On peut penser qu'au fur et à mesure que les entreprises vont le permettre et instaurer un cadre pour le contrôler, bien évidemment, bien le taux d'adoption va possiblement là, évoluer à la hausse pour les prochaines années. Super. Maintenant, si on passe plus à l'onglet ou à la section finances, l'année dernière, lors du webinaire dédié aux finances, on parlait surtout de prudence économique et une inflation qui changeait tout. Et cette année, on peut dire que ces deux tendances-là se sont d'autant plus affirmées. La situation économique impacte grandement le pouvoir d'achat des jeunes d'aujourd'hui, mais aussi leurs habitudes de consommation et leur capacité à se loger. Donc, encore cette année, là, on a sondé, on veut savoir comment les jeunes évaluent eux-mêmes leurs propres finances. Puis, c'est à la grande surprise de personne que c'est plus du quart des jeunes qui considèrent que leurs finances personnelles sont en mauvais état. Et on note également que les milléniaux sont encore plus susceptibles de les considérer ainsi, mais ces résultats-là sont stables avec ce qu'on observait dans les dernières années. Toujours stable depuis la dernière mesure, c'est près du tiers des jeunes qui affirment ne pas avoir assez de connaissances financières pour prendre de bonnes décisions concernant leur argent. Par contre, on note cette année une augmentation marquée envers l'intérêt pour la littératie financière auprès de la génération Z. C'est effectivement plus de 2 membres de cette génération-là sur 5 qui s'informent régulièrement sur les différents produits financiers, une hausse significative de 10 points de pourcentage comparativement à l'année dernière. Donc, ils sont conscients de leur manque de connaissances, mais ils veulent y remédier. Puis avec le gain en popularité des applications de placement autonome et tout ça, ben ça va un peu ensemble. Puis c'est tout à leur avantage de mieux s'informer. Là où la situation économique actuelle commence à se faire sentir, c'est plutôt lorsqu'on parle des loyers et d'hypothèques. Pour les propriétaires, on note pas vraiment de hausse ou de baisse significative comparativement à l'année dernière. Mais la tendance reste que plus de 2 propriétaires sur 5 affirment que leur hypothèque prend une place trop importante dans leurs dépenses. Mais c'est surtout lorsqu'on regarde les résultats auprès des locataires qu'on peut remarquer que la crise du logement, l'inflation, puis tout ce qui va avec, a un impact important. C'est presque 3 locataires sur 4 qui considèrent que leur loyer prend une place trop importante dans leurs dépenses, une hausse significative de 8 points de pourcentage lorsqu'on compare à notre dernière mesure. Puis, il faut le rappeler, en fait, là, la dernière mesure, c'est il y a un petit peu moins d'1 an. L'année dernière, là, les webinaires et tout ça, c'était plus vers le mois de décembre, donc la collecte se déroulait. Donc, c'est un peu moins de 12 mois et on a une hausse de 8 points de pourcentage, donc c'est vraiment significatif là, à ce niveau-là. Puis, c'est aussi un locataire sur 4 qui affirme avoir déménagé en raison d'une hausse du prix de son loyer. C'est aussi une hausse significative de 9 points de pourcentage lorsqu'on compare à notre dernière mesure. Donc, on voit là, que ça commence vraiment à se faire sentir. Nous, c'est un résultat qui nous a vraiment, qui nous a peut-être choqués, en fait. Là, on trouve ça, on était surpris de voir que l'impact jusqu'à un locataire sur 4 qui déménage dû à la hausse, c'est énorme.
Il y a aussi les habitudes de dépenses et de consommation qui sont revues à la baisse à cause de l'augmentation du coût de la vie pour une majorité des jeunes. Et on note cette année une augmentation statistiquement significative de changements d'habitude au niveau de tous les postes de dépenses qui ont été sondés. Donc, l'argent épargné, l'alimentation, les bars et les restaurants, les vêtements, les loisirs et activités sportives, les sorties culturelles et la régularité de paiement des cartes ou des factures. Donc, c'est vraiment sur tous les postes qu'on voit une différence. Puis, ces changements-là, on parle de différences qui varient entre 5 et 9 points de pourcentage. Donc, c'est vraiment pas, c'est vraiment non négligeable là, comme variation. Puis, près de la moitié des jeunes, peu importe la génération, ressentent l'impact de l'augmentation du coût de la vie sur leur régularité de paiement de carte de crédit ou de facture. Jean-Marc en parlait, les jeunes s'endettent. On le voit ici, qui ont aussi de la misère à suivre les paiements pour tout ça. Puis quand on regarde un peu plus spécifiquement par génération, on remarque des écarts encore plus marqués pour les jeunes de la génération Z, avec des différences qui varient entre 8 et 13 points de pourcentage. C'est vraiment énorme comme variation sur une période, on le rappelle, un petit peu moins d'un an. On remarque également que si on compare les deux générations, les dépenses qui tombent un petit peu plus dans les catégories petits plaisirs de la vie, les milléniaux sont plus susceptibles d'avoir changé leurs habitudes que les générations Z. Ça peut être expliqué par les responsabilités que les milléniaux ont, que la génération Z ne sont pas encore rendus au moment de leur vie, ils ont des enfants, ils sont plus susceptibles d'être propriétaires, il y a plus de responsabilités financières. Donc, il y a des postes qu'on peut moins se permettre de couper. Donc, on remarque que c'est un peu plus marqué chez les milléniaux de les loisirs et activités qui sont coupés. Cette année encore, on peut remarquer aussi dans les résultats que les pressions financières se répercutent jusqu'aux décisions en matière d'emploi. À chaque année, on vous présente les derniers résultats d'intention de quitter l'emploi dans la prochaine année. En 2021, on avait enregistré une forte proportion de jeunes qui en avaient l'intention, donc un jeune sur 4. S'en est suivi une forte baisse en 2022 qui se stabilise cette année avec 15 des jeunes Canadiennes et Canadiens qui affirment avoir l'intention de quitter leur emploi au cours de la prochaine année. Cette proportion-là augmente à près du quart auprès des membres de la génération Z et elle diminue à 11 chez les milléniaux. Ça peut encore une fois être expliqué par le moment de la vie. Les générations Z ont des emplois plus à temps partiel, vont être à l'école, vont plus avoir tendance à essayer des choses, des stages. Donc, ça peut quand même expliquer une portion de cet écart-là. Puis lorsqu'on demande à ces jeunes qui ont l'intention de quitter leur emploi pour quelles raisons poussent ce changement, ben, c'est sans surprise que la première raison principale, c'est qu'ils souhaitent ce changement, surtout pour des raisons salariales. Par contre, résultat intéressant, on voit une diminution marquée des départs due à un manque de flexibilité pour les jeunes de la génération Z. On le sait, la pandémie, elle a apporté son lot de défis aux employeurs, mais la flexibilité qu'a apporté le télétravail, surtout au niveau du mode de travail, est devenue, si on peut dire, un must aux yeux des jeunes. Puis on semble retrouver un équilibre à ce niveau-là. Autre résultat intéressant ici, qui s'inscrit aussi dans la suite logique de la génération forte de ses convictions et de son ouverture d'esprit, mais aussi anxieuse de son avenir, qui est la forte hausse des jeunes Z qui comptent quitter leur emploi car la mission de l'employeur ne les rejoint pas. On commence à en entendre parler que c'est un facteur qui est important, que les jeunes veulent se reconnaître dans les valeurs de leur employeur. Donc, ce sera définitivement un indicateur sur lequel on va garder un œil dans les prochaines éditions. Donc, comme le mentionne Gabrielle, l'importance qui est accordée au salaire par les jeunes travailleurs, c'est pas une surprise pour personne. Peut motiver des départs, peut motiver aussi de demeurer en emploi pour l'entreprise actuelle. Mais comme on vient de le démontrer, ben, le salaire, oui, c'est important, mais c'est pas tout. La flexibilité, également, les valeurs de l'employeur sont des éléments qui vont être considérés par les jeunes travailleurs. Donc, bon, nous, on est au fait là, que les employeurs sont très au fait de ces considérations-là. On s'est intéressé vraiment aux alternatives que vous pouvez mettre de l'avant pour attirer de nouveaux talents, en sachant que le salaire est important, mais qu'il y a d'autres choses qui sont importantes dans la vie. Donc, pour cette raison,
On a imaginé cette année un simulateur du marché de l'emploi. C'est vraiment, c'est la nouveauté de l'étude jeunesse de la 6e édition, sachant que, bon, l'attractivité de la main-d'œuvre, la rétention de la main-d'œuvre, ce sont des enjeux qui retiennent notre attention énormément dans les derniers mois, dans les dernières années depuis la pandémie de la COVID. On s'est vraiment intéressé à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour garder ou pour attirer des jeunes en entreprise. Donc, sachant que les conditions salariales expliquent en grande partie la mobilité des jeunes, mais qu'ils accordent aussi de l'importance à la qualité de vie, qu'ils tendent à un équilibre dans leur vie personnelle, on a voulu connaître le poids réel qu'occupent différentes conditions dans leur recherche d'emploi. Donc, pour ce faire, on a sondé les jeunes générations sur 10 dimensions principales de l'emploi qui sont présentées à l'écran. En étroite collaboration avec nos experts en technique d'analytique avancée, qu'on salue d'ailleurs ce matin, on a réalisé ce qu'on appelle une analyse conjointe. L'analyse conjointe, elle permet de déterminer, de comprendre en fait les préférences des consommateurs ou en l'occurrence des travailleurs par rapport à un produit ou une offre d'emploi. L'explication méthodologique, on le rappelle dans le rapport complet de l'étude, va vous être transmis par courriel. Il y aura de plus amples explications par rapport à l'analyse conjointe qui seront intégrées à ce rapport. Mais si j'explique, si je résume le de vive voix ce matin avec vous, c'est une approche qui repose sur le principe que des travailleurs dans la vraie vie, vont évaluer différentes offres d'emploi qui peuvent contenir plusieurs caractéristiques simultanément. Donc, l'objectif ici, c'est d'identifier quelles sont les caractéristiques qui sont les plus importantes pour les travailleurs et déterminer comment elles influencent leurs décisions. Donc, concrètement, ce qu'on a fait, c'est de présenter aux jeunes répondants qui ont participé au sondage, on leur a présenté une série de scénarios hypothétiques décrivant des offres d'emploi qui offraient différentes combinaisons de conditions sur différentes variables. Donc, par exemple, il pouvait avoir des variations salariales, plus ou moins de semaines de vacances, un horaire fixe versus un horaire flexible, la possibilité de travailler à 100 en présentiel, 100 à la maison ou en hybride. Donc, vous comprenez l'idée, là, à chaque combinaison d'offres d'emploi qu'ils évaluaient, ils étaient invités à comparer les offres entre elles et choisir celles qui retiendraient leurs préférences ou ils avaient évidemment l'option de dire je ne suis pas intéressé par aucune offre d'emploi, je conserve mon emploi actuel ou je maintiens mon statut de non-employé. Donc, c'est un exercice qu'on a répété une dizaine de fois en opposant à chaque fois différentes offres fictives pour, au cumulatif, être capable de dégager c'est quoi les dimensions qui vont expliquer la mobilité ou l'attractivité des travailleurs. Puis, on est en mesure de cette façon-là de déterminer l'importance relative de chaque dimension. On a un exemple pour illustrer le tout que Gabrielle va vous présenter dans quelques minutes, mais avant d'y passer, on voulait quand même vous présenter les constats généraux qui sont sortis de cette analyse. Donc, au cumul, quand on s'attarde vraiment à la réponse de tous les travailleurs, et ce, peu importe leur génération, encore une fois, ce n'est pas une surprise, c'est le salaire qui occupe la plus grande part de préférence des jeunes travailleurs s'ils sont appelés à évaluer différentes offres d'emploi entre elles. Par contre, ce qu'on veut porter à votre attention, c'est que oui, le salaire motive une plus grande partie de leurs décisions, mais ça motive quand même moins de la moitié, ça retient moins de la moitié de leur part de préférence. Donc, ce que vous pouvez retenir, ce qui est utile pour vous, c'est de considérer que la combinaison optimale de conditions offertes sur d'autres dimensions, des dimensions qui sont non monétaires, peut faire pencher dans la balance, peut faire pencher la balance plutôt. Et dans un cas où une offre d'emploi n'offrirait pas d'augmentation de salaire ou l'emploi actuel n'offrirait pas d'augmentation de salaire à la hauteur des espérances du jeune travailleur, il y a quand même moyen de lui proposer quelque chose en matière de conditions d'emploi pour s'assurer qu'il va nous choisir ultimement. Donc, Gabrielle, je te laisse la parole pour présenter le cas concret. Oui, merci Charlotte. Donc, si on prend là, comme exemple ici qu'on a une jeune travailleuse qui évalue 3 offres d'emploi qu'elle a reçues. Chacune des offres considérées, comme vous le voyez, présente des conditions qui sont bien différentes.
On a la première offre qui parle d'une augmentation de 10 On a 2 semaines de vacances, une assurance collective avec un régime de retraite, une semaine de 5 jours, un lieu de travail qui est en hybride avec un minimum de journées prérequis au bureau. Puis, dans les conditions indirectes, on a seulement une allocation de santé. La deuxième offre, le deuxième employeur lui offre aucune augmentation salariale, mais on a 3 semaines de vacances, on a l'assurance collective avec le régime de retraite, on a un horaire d'été, donc les vendredis de congé pendant l'été. On parle encore d'un lieu de travail hybride avec un minimum, mais là, on a une belle série de conditions indirectes. Donc, le programme d'aide aux employés, une allocation de santé, des formations en continu et du mentorat, puis des possibilités d'avancement qui sont très attrayantes. Puis finalement, avec l'employeur 3, on a une diminution de 5 mais on a des vacances illimitées tant que le travail est fait. On a une assurance collective qui n'a pas de régime de retraite. On a aussi des semaines de 4 jours. On est 100 en télétravail, puis on a aussi des possibilités d'avancement. Notre simulateur de marché, comme vous le voyez présentement, c'est des captures, mais ce simulateur-là, c'est peut-être bien de le mentionner, pourrait être le vôtre. Donc, on va vous l'offrir ou le vendre, en fait, là, à la suite du webinaire, mais on va vous donner un peu plus d'informations à ce sujet-là plus tard. Donc, en tant qu'employeur, ben, on peut rentrer dans le simulateur comme ça. Puis, on peut rentrer ces 3 offres différentes-là. Donc, par exemple, la première offre, c'était l'offre que vous offriez à cette jeune travailleuse-là. Puis, les 2 autres alternatives, c'est ce que vous voyez sur les sites de vos compétiteurs, les postes qui sont ouverts. Donc, vous pouvez indiquer l'augmentation de salaire, vous pouvez comparer. On rentre les différentes conditions indirectes aussi qu'on voyait tantôt, puis les semaines de vacances. Puis on arrive avec nos 3 options. Puis on va avoir un peu la dernière ligne en bas. Ce qu'on voit, c'est les parts de préférence. Donc, quelle combinaison est la plus gagnante ou va attirer risque d'attirer le plus de jeunes possible sur le marché. C'est aussi possible là, d'aller jouer avec certains fils. Donc, vous les voyez en haut à droite. Si on sait qu'on cherche plus un poste d'entrée, quelqu'un qui sort de l'école, ben, on peut aller filtrer les résultats selon les gens, selon les catégories d'âge. Ça peut être aussi selon le secteur. Là, il y a vraiment plusieurs options qui s'offrent à nous. Donc, si je vous ramène un peu aux 3 offres qui sont offertes, ou 3 offres d'emploi qui sont devant notre jeune travailleuse. Selon vous, je vous invite à peut-être le partager dans le chat. Charlotte va regarder ça. Quelle offre risque-t-elle d'accepter selon les conditions? Puis aussi, sachant que le salaire explique la plus grande partie de la décision finale, mais qu'une combinaison adéquate de conditions d'emploi sur les autres dimensions peut aussi impacter sa décision. On vous laisse quelques secondes pour mentionner ce que vous pensez qui va retenir les préférences de notre jeune travailleuse. Vous pouvez utiliser la section questions ou la question chat. Je vais regarder les deux. Je pense que le chat est fermé. Il y a un bon consensus. En fait, certains disent l'employeur 3, certains plus nombreux vont nommer l'employeur 2. Puis ceux qui ont dit l'employeur 2, vous avez raison. Donc, c'est ça. On voit ici qu'une combinaison intéressante de conditions indirectes, donc un programme d'aide aux employés. Ça peut être ce qui est intéressant, en fait, de voir avec tout ça aussi, des conclusions super intéressantes, c'est qu'il y a des choses qui coûtent beaucoup moins cher qu'une augmentation salariale. Tu sais, le mentorat, par exemple, ça peut être fait à l'interne. C'est sûr que ça coûte des heures d'employés, mais ultimement, ça revient beaucoup moins cher que de faire une augmentation de 10 qui est demandée. Puis, on réussit à aller chercher plus de parts de préférence sur le marché en ajoutant ces différentes conditions-là. Donc, oui, le salaire est important, puis on le sait, on le voit qu'ils doivent couper dans leurs dépenses à plusieurs niveaux, mais le simulateur nous a permis de voir cette année que malgré tout ça, on cherche une vie au bureau, on cherche des conditions qui vont améliorer notre mode de vie. On l'a dit aussi, les jeunes sont anxieux. En ayant des possibilités d'avancement au sein de la même entreprise, ben, ça vient les aider ça vient les rassurer aussi, puis on voit que ça a un impact sur leurs décisions
quand vient le temps de changer d'emploi. Je veux ajouter simplement parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question, puis c'est en lien direct par rapport, est-ce qu'il y a une différence qui va s'observer sur l'âge du travailleur selon les différentes options qu'il va considérer, qu'est-ce qu'il va choisir? Comme on a présenté il y a quelques minutes là, en nommant les dimensions qui retenaient l'attention des jeunes travailleurs, il n'y a pas de grande différence entre les deux générations. C'est vraiment le salaire là, qui va motiver dans les deux cas. Euh, la part de préférence que peut retenir une offre d'emploi et sensiblement la même importance va être accordée sur les autres dimensions. Donc, il n'y a pas nécessairement de différence, mais évidemment qu'on sait que c'est un facteur qui va être considéré de votre côté si vous utilisez le simulateur. Donc, on a prévu à l'outil, évidemment, des filtres. Donc, si jamais vous vous procurez l'accès au simulateur, c'est possible de l'utiliser en filtrant selon le marché que vous souhaitez viser, que ce soit par rapport à l'âge, la région, le secteur de l'emploi ou le niveau de scolarité. Donc, on a prévu toutes les variables de profil, évidemment, là, pour avoir une analyse différenciée selon le profil des travailleurs que vous évaluez. Donc, les résultats complets de l'analyse conjointe vont figurer au rapport détaillé qui va vous être transmis par courriel prochainement. Donc, évidemment, il y aura une explication plus approfondie, plus de détails aussi sur l'interprétation de la part de préférence et de l'utilité des différentes conditions qu'on a évaluées. Donc, vous recevrez le tout par courriel très prochainement. On va vous inviter à surveiller votre boîte et on le mentionne également dans le cadre de la présentation de ce matin. On a dû faire des choix sur les thématiques qu'on a évaluées. Il y a beaucoup de données exclusives qu'on n'a pas abordées dans le cadre du webinaire qui figurent également au rapport. Donc, on a réussi à faire ça en une demi-heure, ce qui nous laisse amplement le temps de prendre des questions. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à nous les faire parvenir dans la boîte qui est prévue à cet effet. Je vais les lire, là, on va en prendre selon le temps qui nous reste pour y répondre. Donc, la première question qu'on a reçue au tout début, peut-être que la personne qui s'est jointe n'a pas eu l'explication méthodologique, mais on nous demandait, pouvez-vous me rappeler la définition de la génération Z et des milléniaux? Ben, oui, effectivement, là, c'est sûr qu'il y a des gens qui se sont joints plus tard, mais la génération Z, en fait, l'année où on tranchait, c'est 1996. Donc, les jeunes de la génération Z sont âgés de 16 à 27 ans, puis les milléniaux sont âgés de 28 à 40 ans. Parfait. On nous demandait également sur la diapositive 10, donc c'était en tout début de la section sur les finances où on vous présentait la proportion de jeunes qui qualifient leur situation financière. La question qu'on nous pose, c'est à savoir, c'est quoi les critères qu'on définissait pour déterminer si c'est un état des finances qui est bon, correct ou mauvais? Ben, en fait, c'était vraiment appelé à leur auto-évaluation de leurs finances. Donc, on parle de est-ce que on se compare aux autres dans notre entourage? Mhm. Est-ce qu'on est mieux que ceux dans notre entourage ou est-ce qu'on est pire que ceux dans notre entourage ou les gens de notre génération? Fait que c'est vraiment une auto-déclaration. On s'évalue comment par rapport aux gens qui nous entourent, aux jeunes qu'on connaît, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est vraiment eux qui étaient amenés à... C'était leur propre définition, comment ils voient leurs finances lorsqu'ils se comparent aux jeunes de leur âge. Exactement, ça demeure subjectif, la perception de l'état de ses finances. Je pense tous les gens qui sont dans la salle ce matin auraient probablement une définition qui pourrait varier. On n'a pas tous le même degré de tolérance aux imprévus de la vie. On n'a pas tous le même besoin de préparation. Donc, évidemment, c'était à haut niveau ici qu'on s'intéressait au diagnostic de l'état des finances. Là, comme le mentionne Gabriel, c'est une perception personnelle. On les questionnait vraiment à haut niveau. On nous demande concernant le simulateur de marché de l'emploi, concernant l'analyse conjointe, si on a pu répertorier un certain nombre de conditions indirectes. Donc, je peux peut-être y répondre. C'est sûr qu'en élaborant les conditions d'emploi qui allaient être présentées aux répondants, on fait
plusieurs études quand même là, sur les jeunes travailleurs, sur différentes perspectives. Donc, on connaît bien le milieu de l'emploi et les différents types de conditions qui peuvent être offertes à nos jeunes travailleurs. On n'a pas présenté tout le détail. Vous l'avez vu rapidement pendant que Gabrielle présentait les cas fictifs. Euh, mais bon, les conditions, il y avait plusieurs niveaux qui pouvaient être présentés selon les répondants parmi chacune des 6 dimensions. Vous avez des exemples de ce qui a été présenté aux répondants qui s'affichent à l'écran, mais dans le rapport détaillé que vous allez recevoir par courriel, il est bien présenté aussi. Là, on démontre explicitement les conditions, les différents niveaux de conditions qui ont été évalués. Puis on a aussi pris le temps de discuter avec des professionnels RH là, pour établir les différents niveaux, justement, ce qui se fait, ce qui se voit le plus, valider en fait ce qu'on avait trouvé au départ, puis s'assurer qu'on courait les bonnes dimensions avec l'analyse conjointe. Ouais. Je passe, il y a beaucoup de, de réponses concernant l'employeur qui retiendrait les parts de préférence, là, donc je dois descendre dans le chat. Je vais simplement arriver aux prochaines questions. Il serait intéressant d'interroger les jeunes sur les intentions de se désengager de l'utilisation des prêts à la consommation dans une prochaine enquête. Euh, je me permets la réponse de Gabrielle, mais Voici, il n'y a pas de problème. à chaque webinaire, évidemment, on est là pour susciter des questions. Donc, on est très au fait que les résultats qu'on vous présente ce matin sont très complets. On dresse un bon portrait de la situation financière, entre autres, des jeunes, mais évidemment que ça soulève des questions. On est là pour ça. C'est entre autres notre métier. Donc, nous, on le garde en note possiblement pour les prochaines éditions, mais on vous invite toujours à nous écrire aussi si jamais vous ne souhaitez pas patienter jusqu'à l'année prochaine et on peut vous offrir nos services là, en la matière dès maintenant. Question concernant la santé mentale. Donc, on nous envoie la question, c'était un sujet tabou pour les générations antérieures, étant donné que les Z et milléniaux sont plus ouverts à ce sujet et vivent davantage d'anxiété et de dépression. Est-ce qu'ils apprécient ou acceptent de se faire interpeller sur les sujets de santé mentale? Je pense que oui. En fait, c'est vrai qu'il y a une ouverture, c'est beaucoup plus revendiqué, c'est beaucoup plus amené. Je pense qu'il y a aussi une ouverture à justement retirer ces tabous-là. Je pense qu'ils sont ouverts à aider aussi les autres générations à moins se sentir, pas, j'ai juste le terme en anglais, mais shame, la honte, Non. de retirer la honte qui a été instaurée autour d'aller voir un psychologue, tu sais, de consulter, puis d'avoir des médicaments pour nous aider avec tout ça. Fait que je pense qu'il y a une ouverture qui est là, puis je pense que c'est en fait l'ouverture des employeurs. Je pense qu'ils recherchent aussi une ouverture des employeurs. Tu sais, on le voit avec le programme d'aide aux employés qui est là pour ça. Ça gagne aussi beaucoup en popularité, puis on voit que c'est un élément qui rejoint les jeunes, qui va donner un petit plus à l'entreprise si il y a cette ouverture-là. Donc, je pense que totalement, là, il y a cette ouverture-là, puis c'est plus un tabou pour ces jeunes-là. Non, exact. Puis je me rappelle, on avait la discussion l'année dernière dans le webinaire. Je pense que dans tous les webinaires qu'on a réalisés l'année passée, on abordait la question de la santé mentale justement parce que c'est une préoccupation qui est super importante. Puis, on mentionnait que l'ouverture, comme tu le dis, Gabrielle, ben, c'est de moins en moins tabou de parler de santé mentale, ce qui peut faire en sorte que, de un, les jeunes sont plus portés à déclarer quand ils ont des moments plus difficiles, sont plus aptes à le reconnaître aussi. On est de plus en plus sensibilisés à ces problématiques. Donc, on a plus d'outils pour reconnaître quand il y a des passes qui sont plus difficiles et on est mieux appelé à les nommer, là, possiblement. C'est plus facile de partager entre eux. Donc, s'il n'y a pas ce tabou-là, ben, c'est facile de trouver quelqu'un à qui en parler rapidement, puis de s'aider dans tout ça. Donc, Mhm. oui, ils sont vraiment mieux outillés aussi pour Oui, se donner un coup de main, là, puis passer au travers. oui, tout à fait. Prochaine question, on nous demande, le simulateur a-t-il été programmé dans un sondage? Si oui, à quelle période? Et est-ce qu'il sera mis à jour et à quelle fréquence? Donc oui, le simulateur était programmé dans notre collecte de données là, qu'on a fait pour
pour cette étude-là. La collecte était à la fin, pendant le mois d'août. Je me rappelle plus des dates exactes, là, mais ça a été fait en même temps. C'est sûr que si l'intérêt du simulateur est là, nous, c'est un outil qui est développé. Nous, on était vraiment excités de développer ça cette année, comme Charles l'a mentionné, avec notre équipe de Léa. Puis, c'est sûr qu'on souhaite le mettre à jour puis continuer à le rendre encore plus puissant là, au travers des années avec encore plus de données. On n'a pas établi non plus de fréquence pour le moment, mais c'est sûr on va regarder ça plus en profondeur, là, au moins aux années, si c'est pas plus rapidement que ça. Exactement. Puis, on nous rappelle là, dans le clavardage que le simulateur peut être personnalisable. Donc, on l'a mentionné, mais vous pouvez vous procurer un droit d'accès pour l'utiliser en entreprise et il est personnalisable selon les données qui sont pertinentes selon votre entreprise. Donc, il y a moyen d'utiliser le modèle et de l'appliquer vraiment Ouais. à votre situation d'affaires à vous. Et je le mentionne aussi, l'analyse conjointe est un modèle qu'on peut utiliser à différents besoins d'affaires, hein. Je le disais, nous, on l'a travaillé vraiment d'un point de vue travailleur, mais il est destiné aussi aux consommateurs. Donc, dans l'élaboration de produits, c'est une analyse qu'on se sert très, très souvent de notre côté pour déterminer quel produit type va remporter la plus grande part de marché. Donc, beaucoup de choses qu'on peut faire avec le simulateur. On nous demande si la préférence entre le télétravail, le mode hybride et le retour au bureau à 100 ont été sondés. Oui. En fait, oui, dans le simulateur. C'était justement le lieu de travail, là, nos options, c'était 100% hybride, 100% télétravail, hybride avec certains jours fixes obligatoires, puis hybride avec aucun jour fixe. Euh, Puis ce qu'on remarque, là, c'est que les modes hybrides, ce qu'on a remarqué en fait, c'était que les modes hybrides sont les modes qui sont les plus attrayants pour les jeunes. Puis on l'a aussi un peu vu dans les, comme je l'ai mentionné, dans les raisons de quitter son emploi ou la flexibilité, surtout dans le lieu de travail. On a vu une grosse diminution de cette raison de quitter l'emploi. Donc, c'est sûr que la flexibilité dans le lieu de travail, c'est quelque chose qui est là pour rester, c'est quelque chose qui est apprécié. Les gens ne veulent pas être 100% en télétravail, par contre. On l'a vécu, puis c'était pas nécessairement ce qui était le plus avantageux. On voit une certaine tendance aussi avec, comme Charlotte disait, on a beaucoup d'études sur les modes de travail et tout ça, et sur les travailleurs. Ben, on voit aussi une tendance à vouloir réavoir une vie de bureau. Si on parlait de mentorat puis de formation continue, ben, c'est des choses qui se font en personne, c'est des choses qui s'apprend un contact humain. Donc, Mhm. le retour, le hybride est vraiment ce qui ressort le plus souvent. Oui, je pense que c'est assez flagrant dans les résultats, autant de l'analyse conjointe que même les motifs de départ. Tu le mentionnais durant cette partie de la présentation, qu'on s'est habitué avec la pandémie dans les dernières années, le mode de travail, la norme a beaucoup changé. Puis, on le sent vraiment dans le souhait des jeunes travailleurs, c'est vraiment la flexibilité qui est le mot d'ordre. Donc, oui, les gens ont envie de retourner au bureau, mais peut-être pas 5 jours semaine comme c'était le cas, comme c'était la norme avant. Vraiment, ce qu'il faut garder en tête, c'est d'offrir la possibilité aux travailleurs pour s'assurer qu'ils demeurent heureux. C'est ça, les gens veulent rester à la maison le lundi, vendredi, mais Oui, le reste de la semaine, on veut aller voir nos collègues puis exact, brainstormer. exact. Est-ce qu'il y aura une formation pour le simulateur de marché de l'emploi et est-ce que les organismes en employabilité pourront se procurer le simulateur pour aider les travailleurs à déterminer le type d'emploi idéal? Pour la formation entourant l'utilisation du simulateur de marché, bien évidemment, là, c'est sûr que si vous vous procurez l'accès, on peut prévoir une session de travail avec votre entreprise au départ pour vous accompagner dans l'utilisation de celui-ci. Par rapport à l'utilisation, c'est une question intéressante. Donc, il a été imaginé pour les employeurs qui se questionnent sur les souhaits, la préférence qui est accordée euh, par les travailleurs en matière d'emploi, mais l'inverse est également possible. C'est tout à fait
envisageable d'utiliser l'outil d'un point de vue du travailleur pour se pratiquer à évaluer vraiment différentes offres d'emploi pour déterminer quelle part de préférence est-ce que ça devrait occuper de son côté. Je me faisais la réflexion par contre hier, évidemment, le simulateur de marché de l'emploi vise à permettre aux employeurs d'offrir des offres qui vont rallier le plus grand nombre de candidats. On ne veut pas dire par contre que chaque candidat n'est pas unique, bien au contraire. On est tout à fait sensible au fait que quand vous rencontrez des candidats potentiels, ben, il faut être flexible, il faut s'assurer de laisser ou de donner sur certaines dimensions d'une offre d'emploi. Ça, c'est certain. Le caractère individuel va toujours demeurer et il faut en tenir compte quand on rencontre des jeunes travailleurs. Ouais. On nous demande, voyons-nous une différence marquée pour l'adoption de l'intelligence artificielle entre les milléniaux, la génération Z et les générations plus âgées? On n'a pas sondé les générations plus âgées, malheureusement, dans le cadre de cette étude-là. Mais si je ne me trompe pas, dans les résultats, on voyait que les jeunes Z étaient plus embarqués dans cette vague-là que les milléniaux. Mais c'était pas à outrance non plus. On se situait quand même dans le même taux d'adoption généralement, mais c'était souvent pour des raisons différentes ou des applications qui étaient différentes. C'est sûr qu'à l'école, ben, c'était plus des générations Z. Au travail, c'était un peu plus des milléniaux, mais ultimement, là, c'est pas des différences qui sont extrêmement marquées non plus. Là. Non. Mais on n'a pas, comme je mentionne, malheureusement, on n'a pas la donnée pour les autres générations. Mm-hmm. Il nous reste encore une quinzaine de minutes. On va prendre quelques questions avant de conclure et de vous laisser pour la journée. On se doute très bien que vous avez tous des horaires très, très occupés. Autre question sur plutôt l'approche méthodologique. Est-ce qu'il y a des jeunes issus de la formation professionnelle qui ont été interrogés? Oui, on nous mentionne en fait, je vois primaire, secondaire, collégial et universitaire. Le regroupement qui est affiché, c'est simplement pour s'assurer que les filtres qui sont inclus dans le simulateur de marché soient utilisables. Donc, on ait des sous-échantillons qui soient suffisamment robustes. Mais oui, la formation professionnelle, elle fait partie là, des niveaux universitaires qui étaient sondés. Puis dans notre échantillon aussi, on s'assure d'être représentatif au niveau de la scolarité. Donc, il y a quand même une quantité de ce que ça représente au Canada. Ben, on essaie d'avoir l'équivalent là, dans notre échantillon aussi. Donc, on s'en tient à la situation réelle. Absolument. On nous demande l'importance de l'implication des potentiels travailleurs au niveau des enjeux environnementaux et de société reste-t-il un élément de choix pour la génération Z? C'est sûr que on l'a vu, là, c'est une des raisons pour lesquelles on veut quitter, ça va être les valeurs de l'entreprise qui les rejoignent pas. On parle souvent de valeurs justement environnementales. Je sais pas si c'est un critère de choix dans le sens où c'est quelque chose c'est quelque chose à quoi ils portent attention, mais c'est pas ça qui fait pencher la balance dans le choix c'est pas le plus gros facteur qui va faire pencher la balance, mais on l'avait dans nos conditions indirectes aussi dans le simulateur de marché où on parlait des valeurs de l'entreprise qui les rejoignent, puis on voit que quand les valeurs, on va quand même chercher des parts de préférence plus intéressantes avec cette mention-là aussi. Donc, on le voit de plus en plus. C'est pas, ça équivaut pas au salaire, ça équivaut pas aux semaines de vacances. On a quand même des facteurs qui vont influencer beaucoup plus, mais ça commence à occuper une place dans la réflexion, du moins des jeunes travailleurs quand vient le temps de choisir une entreprise pour laquelle travailler. Oui, si je résume, ben, je suis d'accord avec le point de vue de Gabriel. Je pense que les valeurs de l'entreprise, les considérations environnementales vont faire partie de la réflexion. C'est certain, on le constatait dans tous les résultats de la première section concernant l'avenir. Ça teinte les inquiétudes des jeunes, donc nécessairement, ça va teinter tous leurs choix, tant en matière de consommation que de choix d'employeur. Par contre,
comme Gabrielle le mentionne, ce n'est pas le facteur de choix. Ça va être davantage vraiment des conditions qui ont un impact au point de vue financier ou sur la qualité de vie qui vont faire en sorte qu'entre employeur 1 et employeur 2, ben, le choix de l'employeur va revenir à celui qui peut offrir les meilleures conditions à ce niveau-là. Euh, on nous pose la question, quelles sont les façons de chercher un emploi qu'ils préfèrent? Ça, c'est pas une question qu'on a abordée dans le cadre de l'étude, malheureusement. Donc, impossible pour nous d'y répondre ce matin. Donc, on arrive à la fin de la boîte. Bravo et merci à l'équipe Léger. Avez-vous sondé des jeunes sur ce qu'ils feraient, sur ce qui les ferait basculer du marché de l'emploi vers l'entrepreneuriat? Non, c'est pas une question qu'on a abordée cette année non plus. C'est sûr que ça pourrait être un bel ajout dans le futur, mais non, c'est pas un thème qui a été sondé cette année. Non. On nous pose beaucoup de questions sur l'importance qui est accordée là, aux valeurs de l'entreprise, au développement durable. Donc, je pense qu'on y a bien répondu. Faites-vous un parallèle chiffré avec la génération X et celle des baby boomers? On a la question, je pense, à chaque année. Non, vraiment, ce matin, là, l'objectif de l'étude, c'était de se centrer sur les perceptions des jeunes générations, donc celles des Z et des milléniaux. Avant-dernière question peut-être, là, puis je vais passer à la dernière ensuite. Est-ce qu'on détecte une grande tendance des nouvelles générations à vouloir être amis avec leurs collègues et de chercher une motivation à aller travailler à travers l'aspect humain et social? Une bonne question. Ben, c'est une bonne question, effectivement. C'est pas couvert à 100% dans l'étude, mais c'est des tendances qu'on voit se dessiner un peu. Tu sais, c'est ça. Il y a la création de liens, travailler avec des gens qui les entourent, avoir un sentiment d'équipe, de vouloir retourner au bureau aussi, c'est de vouloir créer ces liens-là. Euh, Fait que c'est sûr que je pense que c'est une génération qui est plus, ce sont des générations, pardon, qui sont plus ouvertes à ça. Il y a moins de cassure entre euh, collègues de travail et amis. C'est un petit peu plus flou dans ces générations-là. Oui, non, je suis d'accord. Je pense que l'aspect social, pour les jeunes nouvellement sur le marché du travail, possiblement aussi, qui n'ont pas encore d'enfants, donc qui auront un peu plus de temps à accorder à des activités sociales, peut faire en sorte qu'ils vont y accorder davantage d'importance. Puis comme on Euh, passe beaucoup de temps au bureau ou au travail, ben ça explique aussi pourquoi ces générations-là travaillent ou cherchent ces connexions-là aussi au bureau. oui, exact. Dernière question avant qu'on termine la présentation de ce matin. Est-ce qu'il a été question de la relation employé versus employeur dans le cadre du rapport? Cette année, pour faire place à notre simulateur, on a revu, réimaginé un peu la section emploi du questionnaire. Puis ce sont des questions qu'on n'a pas reposées l'année dernière. C'était pas des données qui avaient choqué ou on avait vraiment trouvé des résultats qui étaient non surprenants, qui faisaient du sens, qui s'inscrivaient un peu dans le reste des trouvailles. Donc, c'est une portion qu'on a décidé de retirer cette année pour pouvoir aller sonder plus profondément sur. Parce que beaucoup de questions qu'on recevait dans les dernières années, c'est OK, le salaire, c'est important, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut aller les chercher autrement? Qu'est-ce que ça parle pas, ben cette année, on a voulu se concentrer puis aller répondre à ces questions-là plutôt que de dire que l'employeur ou le supérieur immédiat doit être un mentor aussi, par exemple. On a choisi notre combat cette année. Effectivement, pour avoir animé le webinaire sur l'emploi de l'année dernière, on avait toute une dimension qui accordait qui abordait plutôt, pardon, le mentorat, la relation avec le supérieur immédiat. Puis, ce qui ressortait, c'est qu'il y avait beaucoup de variations individuelles. Donc, on a systématiquement des sous-groupes d'employeurs qui vont souhaiter entretenir une relation avec le superviseur et qui accordent beaucoup d'importance au mentorat. Et on avait toujours une autre proportion qui
pour qui c'était plus ou moins important. Donc, sachant effectivement qu'il n'y avait pas de variation là, qui s'imposait d'une mesure à l'autre, on a voulu vraiment se concentrer sur la grande question, qu'est-ce qu'on fait outre le salaire pour garder et attirer nos jeunes? Par contre, on l'a abordé la question du mentorat et de la formation dans le simulateur de marché au niveau des conditions indirectes. Là, c'est à cet endroit qu'on l'a placé. Donc, vous verrez dans le rapport détaillé ce qui ressort en la matière. On a fait le tour des questions qui étaient ressorties là, suite à la présentation. Donc, ça nous mènerait à la toute fin de la session. C'est affiché à l'écran depuis déjà plusieurs minutes, pardon, mais quand même, ça vaut la peine de le rappeler. Vous allez recevoir un enregistrement du webinaire par courriel prochainement. Donc, surveillez votre boîte courriel à cet effet. Vous allez aussi recevoir le rapport complet de l'étude. Donc, comme je l'ai mentionné, on a choisi ce matin les dimensions clés qui ont retenu notre attention, mais vous aurez le rapport là, avec toutes les variables qui ont été sondées par courriel. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à écrire à notre équipe. Et si vous souhaitez vous procurer le simulateur du marché de l'emploi RH ou si vous avez des questions à ce niveau, on demeure disponible également. Puis on voulait aussi prendre le temps de remercier notre Oui. équipe. En fait, Charlotte et moi, on a travaillé très étroitement avec notre équipe de Légie Analytique, Léa, qui ont travaillé très fort sur notre simulateur avec nous. Puis aussi là, les deux analystes qui nous ont accompagnés dans tout ce travail-là, Adil et Monique, pour le merveilleux travail. Puis l'équipe marketing aussi qui a travaillé sur les rapports que vous allez recevoir et le webinaire de ce matin. Donc, Donc, ça conclut pour la ça présentation conclut. de ce matin. On vous laisse aller vaquer à vos occupations là, pour le restant de la journée et au plaisir de vous retrouver possiblement l'an prochain.